Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, les mastocytoses. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Julien Rossignol. Bonjour, docteur Rossignol. Bonjour à tous. Docteur Rossignol, vous êtes hématologue au sein du service d'hématologie adulte des hôpitaux de Necker Enfants Malades et de Cochin. Vous êtes également affilié au laboratoire du professeur Hermine au sein de l'Institut Imagine et médecin référent du CEREMAST, le centre de référence maladies rares des mastocytoses, affilié à la filière Marie. Et vous avez coordonné avec le professeur Hermine la rédaction du récent PNDS sur les mastocytoses avancées de l'adulte, publié sous l'égide du CEREMAST et de la filière Marie. Alors pour débuter, docteur Rossignol, une question directe. Qu'appelle-t-on mastocytose? Alors donc ces mastocytoses au pluriel, au final, c'est un ensemble de maladies du mastocyte, qui est une cellule immunitaire qui a été découverte, au 19e siècle. Et cet ensemble de maladies qui sont typiquement, clonales, sont très hétérogènes avec des formes de l'enfant qui sont, cutanées, des formes de l'adulte plutôt systémiques et avec des formes qui sont plutôt, indolentes, hein, dans la majorité des cas et elles peuvent atteindre, la peau ou, d'autres organes. Donc elles ont été décrites, ces mastocytoses, alors initialement par une des lésions typiques, qui s'appelle l'urticaire pigmentaire, hein. C'est un peu rien à voir avec l'urticaire, que l'on connaît, aiguë intermittente. C'est des lésions, pigmentées qu'on a sur le haut des cuisses, hein, chez l'adulte. Chez l'enfant, on peut l'avoir partout sur la peau, mais chez l'adulte, souvent, ça commence au niveau des hauts des cuisses. Ça, c'était que décrit au 19e siècle et puis le concept même de mastocytose, eh bien, c'est plutôt au milieu du 20e siècle que ça a été, rapporté et avec une classification OMS, fin du 20e, début du 21e siècle, qui a décrit l'ensemble des, entités que, voilà, qu'on utilise, aujourd'hui. Et justement, quels sont les différents types de mastocytose rencontrés? Chez l'enfant, on a la forme cutanée pure. En fait, c'est une grande différence avec l'adulte parce que les formes cutanées pures de l'adulte, au final, elles sont assez rares. Elles sont, en général systémiques. Et qu'est-ce que ça veut dire systémique? Ça veut simplement dire qu'il y a une atteinte en dehors de la peau. Donc c'est-à-dire que si on recherche au niveau de la moelle chez l'adulte, eh bien, on va retrouver quasi systématiquement des mastocytes anormaux au niveau de la moelle qui peuvent s'associer ou non à l'atteinte cutanée. Donc chez l'adulte, des formes systémiques dites avancées, donc c'est tout ce qui est associé à un pronostic péjoratif. Ces formes avancées, au final, sont assez rares, hein, moins de 10 des cas, avec des formes leucémiques qui sont assez exceptionnelles, agressives et puis des formes associées à d'autres hémopathies malignes, notamment myéloïdes, tout particulièrement les myélodysplasies ou les, leucémies myélomyélinaires chroniques. Et quand on parle des formes non avancées de l'adulte, donc qui sont, très majoritaires, eh bien, on a principalement 2 formes. La forme systémique indolente, c'est une forme qui va typiquement associer donc, des lésions cutanées, d'urticaire pigmentaire, avec une atteinte de la moelle chez les patients qui peuvent être dans la moitié des cas symptomatiques, donc avec des symptômes de la maladie. Une espérance de vie qui, dans la plupart du temps, est normale et puis il y a une deuxième forme qui, au final, émerge, hein. On voit au niveau épidémiologique que la prévalence de la mastocytose, eh bien, augmente au fur et à mesure, du temps. Là, à l'heure actuelle, on estime à 1 pour 3 000, entre 3 000 et 3 500, la prévalence dans la population générale et c'est grâce au meilleur diagnostic, notamment de la forme médulaire pure, qui est une forme, en fait, sans atteinte cutanée. Donc une forme assez difficile à diagnostiquer parce qu'elle va se présenter, souvent, typiquement par une anaphylaxie ou une ostéoporose, précoce avec, ou non une cryptase augmentée. Donc voilà les différentes formes, principales de mastocytose. Et comment surviennent ces mastocytoses? Quelle est leur physiopathologie? Alors la physiopathologie de la mastocytose, elle diffère en fonction de l'âge et en fonction du sous-type. Chez l'enfant, on a des formes très singulières, en fait, c'est des formes qui apparaissent chez le tout petit enfant, moins de 3 ans, avec une atteinte cutanée qui en général est plutôt profuse. Comme je vous l'ai dit, une absence d'atteinte systémique en règle générale et ces formes-là, malgré la présence de mutations, notamment du gène KIT, hein, qui est le très fréquemment, muté, dans les mastocytoses, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, eh bien ces formes vont guérir spontanément dans la majorité des cas, au niveau de l'adolescence. Donc on suspecte en fait un mécanisme assez spécifique, peut-être une origine embryonnaire de ces mastocytoses, de l'enfant, enfin en tout cas du tout petit. Chez l'adulte, eh bien, dans les formes non avancées de la maladie, donc les formes systémiques indolentes, les formes médulaires pures, eh bien on aura une mutation KIT et tout particulièrement du domaine qui transmet le signal. C'est situé au niveau de l'exon 17 et on parle de mutation KIT D816, notamment V. Qui va être retrouvé dans plus de 90 des cas. Alors cette mutation, elle apparaît, spontanément, il n'y a pas de facteur de risque connu à développer, cette mutation.
Donc voilà, on dit souvent aux patients, voilà, c'est pas à cause de vos habitudes, votre mode de vie ni quoi que ce soit que vous avez une mastocytose, c'est apparu comme ça spontanément. Les formes avancées, elles sont caractérisées, elles, par cette mutation KIT, mais d'autres mutations associées et notamment, c'est les mutations qu'on retrouve dans les hémopathies myéloïdes, des mutations de TEP2, SRSF2, SXN1, JAK2 et cetera et donc ces mutations vont être à l'origine d'une hémopathie associée à la mastocytose ou bien, de l'agressivité, de la mastocytose, elle-même. Et cliniquement, docteur Rossignol, pour les praticiens qui nous écoutent, quels sont les principaux signes cliniques rencontrés et les circonstances d'expression de ces maladies rares, les mastocytoses? Alors le plus typique et on va dire le plus facile à diagnostiquer, je vous dis ça remonte au 19e siècle, c'est lésions cutanées spécifiques de mastocytose. En particulier chez l'adulte, ça va être l'urticaire pigmentaire. L'urticaire pigmentaire, ça se manifeste par des, macules, papules au niveau notamment, comme je vous l'ai dit, de la racine des cuisses, mais qui ensuite va progresser donc, vers les pieds et puis vers le tronc. En général, ça respecte les zones qui sont photo-exposées, donc des patients qui ont pas d'atteinte du visage, ils peuvent avoir beaucoup de ces lésions qui progressent, mais en général, il y a pas d'atteinte du visage. L'urticaire pigmentaire, à différence de l'urticaire, classique, hein, chronique spontanée ou aiguë intermittente, là, ce sont des lésions qui sont fixées, donc qui restent tout le temps là, qui sont donc, par définition, donc, un peu pigmentées, couleur chamois classiquement et qui ont, la particularité, d'être réactives notamment à la friction et un des signes pathognomoniques de la maladie, donc le signe de Daraillet, ça va être de frotter la lésion, hein, de gratter cette lésion d'urticaire pigmentaire et on la verra gonfler, réagir en fait au bout de quelques minutes. Ce signe de Daraillet, on peut le retrouver parfois déclenché pas par la friction, mais par d'autres phénomènes, notamment, par exemple un changement brutal de température. Quand on a ce type de lésion, on va, biopsier, notamment le dermatologue va biopsier et le diagnostic est assez facile au final à réaliser. Donc souvent, en fait, on peut passer à côté, hein et j'ai des patients qui ont ces lésions depuis, plusieurs années, qui ont, confondu ça avec, des névus, des grains de beauté et cetera. Alors après, on peut avoir d'autres, manifestations en dehors de ces lésions cutanées ou parfois on n'a même pas ces lésions cutanées. Et donc parmi ces manifestations, on aura ce qu'on appelle les signes d'activation mastocytaire. C'est-à-dire que le mastocyte va s'activer de manière, inappropriée à cause de notamment de la mutation, KIT et va mimer en fait des réactions peut mimer des réactions pseudo-allergiques. Donc on pourra avoir des patients avec, pour le coup, des éruptions cutanées, des signes ORL, chroniques, un tableau de spasticité, de bronchospasme, on peut avoir des flushs, voire de l'anaphylaxie, c'est-à-dire des une réaction, comme une réaction allergique, très grave avec, baisse de la tension et nécessité de traitement symptomatique et adrénaline. On pourra avoir, également des signes digestifs et notamment, déclenchés par les aliments, riches, en histamine. Donc cliniquement, on pourrait avoir également des signes d'infiltration des mastocytes, mais graves. Donc là, au niveau de la peau, c'est pas grave du tout, hein, c'est bénin. Ça peut avoir un préjudice esthétique, mais c'est parfaitement bénin. Par contre, quand ça atteint des organes et quand ça atteint de manière très importante les organes, notamment au niveau de la moelle osseuse, du foie, de l'os, de la rate, du tube digestif, on peut avoir donc des signes de gravité de la maladie avec un tableau, par exemple, d'acide, comme on peut voir dans la cirrhose, de cytopénie, c'est-à-dire une anémie profonde ou une baisse des plaquettes de manière, significative, ou un patient qui s'altère de manière majeure au niveau de l'état général avec une perte de poids, et cetera. Donc ça, ce sont les signes cliniques typiques de la mastocytose avancée. Et pour conclure, docteur Rossignol, pour un médecin de première ligne qui serait confronté à ces signes cliniques, quels réflexes avoir et à qui adresser les patients? Ça va dépendre de la spécialité, on va dire, d'origine. C'est-à-dire qu'il y a des modes d'entrée différents. Le dermatologue, il va observer, donc le dermatologue est bien formé, bien évidemment, pour, l'identification de ces lésions, cutanées. Donc lui, il va biopsier et donc va poser le diagnostic de localisation cutanée de mastocytose. Comme je vous l'ai dit, chez l'adulte, l'atteinte cutanée, pure, c'est-à-dire sans atteinte de la moelle osseuse, au final, elle est rare et donc faut pas hésiter, à adresser, le patient au moins une fois dans un centre de référence ou de compétences. Il y en a donc une vingtaine répartis en France, incluant, la Réunion, pour avoir un avis, pour, voilà, connaître le bilan à réaliser, chez, ces patients-là. Puis ça leur permet aussi, ces patients, d'avoir vu au moins une fois, un spécialiste de la mastocytose avec des recommandations spécifiques pour l'anesthésie générale, éventuellement le port d'adrénaline pour éviter des réactions anaphylactiques, notamment aux hyménoptères et la surveillance de l'ostéoporose. Donc en parlant de l'ostéoporose, le rhumatologue
peut aussi, ou le médecin généraliste, devant une ostéoporose très marquée, atypique, notamment de la colonne vertébrale, du sujet jeune, il peut, à ce moment-là, faire un bilan, ce qu'on appelle d'ostéoporose secondaire et dans ce cadre de ce bilan, il peut faire un dosage de la tryptase. Donc la tryptase, c'est un marqueur important, hein, c'est un marqueur, assez spécifique de mastocytose et c'est vrai que quand c'est élevé, il faut pas hésiter à adresser le patient, dans un service, de médecine interne ou dans un service de compétences ou de référence, des mastocytoses. Notre point d'appel, ça va être, l'anaphylaxie. Donc là, c'est plutôt l'allergologue, en fait, qui va nous adresser, le malade, notamment ce qu'on appelle les anaphylaxies, idiopathiques, c'est-à-dire pour lequel le patient, il a fait un choc, allergique, entre guillemets, à «allergie grave» et pour lequel on retrouve pas, en fait, d'allergène incriminé. Donc, dans ce cas-là, il faut, pas hésiter à se poser la question de la mastocytose sous-jacente, notamment doser la tryptase et référer le patient en centre, spécialisé. Et puis, on a l'allergie également aux hyménoptères, qui est également un point d'appel très fréquent pour la mastocytose. Comme si les mastocytes mutés, étaient hyper activables par, le venin, des hyménoptères, hein. Je vous rappelle que les hyménoptères, c'est notamment, abeilles, guêpes, frelons, et puis fourmis également. Alors c'est moins un problème pour nous, mais ça peut être un problème dans d'autres pays, notamment les fourmis de feu. Et donc on a des algorithmes devant une anaphylaxie aux hyménoptères lorsqu'elle est sévère, atypique, et cetera. Et bien on a des algorithmes pour déterminer s'il faut ou pas explorer et rechercher une mastocytose. Devant les signes de gravité, au final, ça va être un peu plus simple, puisque le patient va être hospitalisé, notamment, dans un service d'hépatologie, de médecine interne, d'hématologie et le diagnostic va être fait par, biopsie osteomédulaire, biopsie hépatique, biopsie osseuse et cetera. Donc voilà, donc en tout cas sur l'ensemble, du spectre, dans les formes indolentes, l'atteinte cutanée, bah, il faut la biopsier pour la documenter et ne pas hésiter à référer. Lorsqu'il y a pas d'atteinte cutanée, bah, c'est devant des symptômes évocateurs de mastocytose, notamment, une ostéoporose précoce, une anaphylaxie atypique. Alors j'en ai pas parlé, mais il y a aussi une hyperéosinophilie, donc à plus de 1500 chronique et cetera. Et puis devant chez les patients qui ont plein de symptômes d'activation mastocytaire chronique et souvent une élévation de la tryptase. Un grand merci, docteur Rossignol, de nous avoir fait mieux connaître ces maladies rares que sont les mastocytoses. Si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.